Bonjour les amis, bien c'est avec plaisir que je reprends ces chroniques ce 5 novembre 2024. Nous savons depuis hier que c'est Kamala Harris qui sera la nouvelle présidente des États-Unis, ce qui est une bonne nouvelle. Après Joe Biden qui nous a un peu déçus, parce que c'est un peu comme François Mitterrand quand il a été élu, on s'en est félicité parce que c'était moins pire que le pire, mais c'était moins mauvais que le pire. Mais maintenant, on espère, comme tous les 4 ans, que ce sera mieux, encore mieux. Voilà, surtout avec la vice-présidente Alexandria Ocasio. Je crois que les choses vont bien se passer avec deux femmes à la tête de la planète, puisqu'il paraît que les présidents américains sont les hommes les plus puissants de la planète. Donc je vais vous parler encore une fois de Cernuda. Luis Cernuda, pour rester dans des appréciations conservatrices, disons l'un des plus grands poètes espagnols du XXe siècle, qu'il a traversé, puisqu'il est né en 1902 et mort en 1963. Enfin, il l'a traversé pendant 61 ans. Et comme ça a été le sort de beaucoup de poètes espagnols, il a passé une grande partie de sa vie en exil. Il a quitté l'Espagne en 1938 pour la France, puis l'Angleterre, parce que Cernuda était très porté sur la poésie anglaise et connaissait très bien la langue anglaise. Donc quand il a cherché à survivre après avoir fui l'Espagne franquiste juste après la guerre civile, euh, plutôt que de chercher à rester en France ou ailleurs, il est allé plutôt vers l'Angleterre, où il a enseigné pendant quelques années dans des universités. Puis de là, il est allé aux États-Unis, où il a enseigné aussi pendant de nombreuses années à Middlebury. Et au début des années 50, ou à la fin des années 40, il a découvert le Mexique. Il l'a d'abord découvert, il y est d'abord venu, et puis il est retourné travailler. Donc, et peu à peu, il a décidé de venir s'établir ici. Il a enseigné aussi au Mexique, à l'université. Il a rencontré le dernier amour, le grand amour de sa vie, un boxeur dont le nom m'échappe, pour lequel il a écrit Poemas para un cuerpo. Et il a écrit en 52 un livre très important qui ne figure pas dans ses œuvres complètes, figurez-vous, parce que ce sont des poèmes en prose, donc ils figurent dans les œuvres. Les œuvres complètes sont divisées en deux volumes, les œuvres poétiques et les œuvres en prose. Donc ce livre de 52, Variaciones sobre tema mexicano, que j'avais traduit autrefois en français, il s'agit d'un livre, d'un petit livre, d'un recueil de poèmes en prose, donc ne figure pas dans les œuvres poétiques, c'est absolument incompréhensible et c'est complètement absurde, puisqu'il s'agit de poèmes. Alors, quelle est la distinction, la ligne de partage entre prose et poésie? Si les poèmes en prose sont classés dans les proses,
Si c'est seulement l'aspect visuel qui compte, alors il faudrait classer les listes de courses parmi les poèmes. Si les poèmes en prose sont classés parmi les proses, quoi, les essais, les nouvelles. Bon, il n'a pas écrit de nouvelles. Les œuvres en prose doivent être constituées uniquement de lettres, chez lui, d'essais, de traductions. Par contre, dans les œuvres poétiques complètes, là, il y a plus de la moitié qui est constituée de traductions, et en particulier d'une traduction de Shakespeare, Troilus et Cressida. Il y a 590 pages de poésie, ce qui est beaucoup, puisqu'il n'avait que 60 ans à sa mort. Il a donc publié beaucoup de poèmes qu'il a rassemblés lui-même en 1962 sous le titre La Realidad y el Deseo, qui comprend pratiquement tous ses recueils, hein, à part ce volume d'œuvres complètes, il n'y a que quelques poèmes postérieurs. 62, il est mort en 63, donc il n'y a pas grand-chose en dehors de La Realidad y el Deseo qui a marqué vraiment qui a été publié au Mexique d'abord, qui a marqué vraiment une date dans l'histoire littéraire et poétique. Ça ressemble 40 années de poésie presque, de 1924, ces recueils publiés de 1924 à 1962. C'est-à-dire une douzaine d'œuvres, dont les plus connues sont Un río, un amor, Los placeres prohibidos, Donde habita el olvido, Como quien espera el alba, Vivir sin estar viviendo, Desolación de la quimera. Je vais essayer de songer à... bon, il y a aussi donc dans ce volume des traductions, pas seulement de Shakespeare, mais entre autres de Éluard, Robert Browning, Yeats, John Keats, William Blake. Remarquez surtout des auteurs anglais, des poètes anglais, Wordsworth et quelques autres, Hölderlin. Le fait qu'il ait trouvé au Mexique une seconde patrie, parce que c'est vraiment ça, quand il a trouvé le Mexique après avoir longtemps séjourné dans le Nord, hein, en Angleterre et au nord des États-Unis, qu'il ait trouvé au Mexique une seconde patrie est forcément quelque chose qui me touche de très près, puisque c'est aussi mon cas. Et qui touche tous les Mexicains. Ce recueil de textes écrits par des Mexicains, des auteurs mexicains et même quelques étrangers, montre à quel point la présence du Mexique est importante pour lui. Hein. Et une fois qu'il l'a trouvé, il y reste jusqu'à sa mort. Comme il est mort en 63, évidemment, il n'a pas pu retourner dans l'Espagne franquiste, hein, qui a duré jusqu'en 75, mort de Franco. Mais il a écrit ici et rassemblé aussi ses livres les plus importants. Donc, son œuvre complète, La Realidad y el Deseo, Variaciones sobre tema mexicano, Variations sur un thème mexicain, 52, Poemas para un cuerpo, Poème pour un corps, de 57, Desolación de la quimera, 62,
estudios sobre poesía española contemporánea y pensamiento poético en la lírica inglesa. Tous ces livres ces derniers livres-là, qui appartiennent donc certainement au volume d'œuvres en prose complète que je n'ai pas. J'avais en revanche une édition de Variaciones sobre el tema mexicano qui a disparu mystérieusement de ma bibliothèque. Puisque je l'avais traduite dans les années 80. Là, j'en ai trouvé deux extraits qui sont assez significatifs de ce que le Mexique a représenté pour lui, puisque ce livre est publié en 1952, donc dès son arrivée, il décrit ce qu'il éprouve, une sorte de retour à l'Éden, en grande partie mythique de son enfance, au paysage de Séville, en découvrant le patio d'un couvent mexicain, celui de Tepoztlán. Il écrit: Viendo este rincón, respirando este aire, hallas que lo que afuera ves y respiras está dentro de ti, que allá en el fondo de tu alma, en su círculo oscuro, como luna reflejada en agua profunda, está la imagen misma de lo que en torno tienes, y que desde tu infancia se alza, intacta y límpida, esa imagen fundamental, sosteniendo, ella tan leve, el paso de tu vida y de su afán secreto. Ce que je traduirais comme ça à vol d'oiseau, en regardant ce coin, rincón, cet angle de construction, hein, en respirant cet air, tu trouves que ce que tu vois à l'extérieur et ce que tu respires est en toi. Que là-bas, dans le fond de ton âme, dans son cercle obscur, comme une lune reflétée sur les eaux profondes, se trouve l'image même de ce que tu trouves, que tu vois autour de toi. Et que depuis ton enfance se dresse, intacte et limpide, cette image fondamentale, soutenant, elle si légère, le poids de ta vie et son désir secret. Un autre extrait de Variaciones sobre el tema mexicano qu'il faudra que je publie, donc, puisque j'en avais traduit de grandes parties, certaines sont parues, d'autres pas, et il faudra d'abord que je le retrouve, puis que je le publie ou que je le retraduise. Là, c'est ce qu'il dit, ce qu'il écrit à propos de cet endroit-ci où nous sommes, de Cuernavaca, en découvrant le Jardín Borda. Al pasar bajo estas ramas, entras, respiras, te mueves, un poco inhábilmente, como quien va distraído, dejando que su pie caiga sobre las mismas huellas de alguien que le precediera por el mismo camino. Sentado al borde de la alberca, bajo los arcos, piensas como tuya una historia que no fue tuya. En passant sous ces branches, tu entres, tu respires, tu bouges, un peu maladroitement, comme quelqu'un de distrait, laissant que son pied retombe dans les mêmes empreintes que quelqu'un qui l'a précédé sur le même chemin. Assis au bord de la piscine ou du bassin, sous les arcs, tu penses comme tienne une histoire qui n'a pas été la tienne. Donc,
là on voit que Cernuda est effectivement devenu au Mexique un poète mexicain, si on peut dire. Lui qui était si espagnol, qui était un poète si proche. Il les a d'ailleurs connus des grands poètes espagnols comme Federico García Lorca, etc. Miguel Hernández et tous les gens de sa génération qui pour la plupart ont vécu en exil après la guerre civile et dont il a retrouvé certains ici au Mexique parce qu'il fréquentait pas mal d'exilés espagnols à Coyoacán où il est mort. On voit bien que ce grand poète espagnol est aussi devenu mexicain, ce qui ne serait pas arrivé sans doute s'il était resté anglais ou états-unien, s'il était resté à Middlebury, au nord des États-Unis, à enseigner la poésie espagnole ou s'il était devenu un poète américain, comme c'est le cas de certains qui sont partis de Pologne ou d'ailleurs et qui sont devenus, ou de Russie comme Nabokov ou d'autres, qui sont devenus des auteurs des États-Unis. Lui, il est devenu un écrivain mexicain et il a souhaité rester ici, il est enterré ici, à Mexico. Il y a chaque année une réunion sur sa tombe à Mexico de ses amis. Donc ça c'est très important pour comprendre Cernuda. Hein. C'est pas un auteur espagnol comme les autres. C'est pas comme Alberti ou Vicente Alejandre. C'est un auteur exilé, surtout exilé. Et d'ailleurs, une de ses biographies concerne uniquement l'exil. Hein. La première partie de cette biographie en 2 volumes est sur l'enfance et l'Espagne et la jeunesse, et la deuxième c'est sur ses années d'exil, de 38 à 63. Voilà, donc c'est pour la première partie de cette vision rétrospective de Cernuda en novembre 2024 et j'en reparlerai peut-être en 2021. Merci les amis et à demain.